This is the water. And this is the well. J'ai déjà évoqué plusieurs de mes favoris dans mon top 2023, que j'ai sorti mi-2024. Je ne vais donc pas me répéter et parler de ce que j'ai vu et lu entre juillet et décembre. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de films cette année, bien plus que les années précédentes, mais j'ai rattrapé ou revu beaucoup de vieux films aussi. C'est parti. Classé du meilleur au moins bon pour enchaîner avec les flops. La jeune fille et les paysans. Un film que j'attendais et que je n'ai pas pu voir au cinéma, écrit et réalisé par le duo et couple derrière La Passion de Van Gogh, avec une technique d'animation où chaque plan filmé en décor naturel ou sur fond vert est peint à la main, image par image. Le film adapte le roman Les paysans de Władysław Remont. Il est très féministe dans ses thématiques, dans un cadre historique ancien qui renforce les injustices que subissent la protagoniste. Un film à voir. Une excellente BO aussi. Et j'y pense là, mais j'ai lu une BD récemment, Somna, qui aborde des thèmes similaires où une femme qui attire les convoitises devient malgré elle et sans justification la cible des habitants d'un village, puisque la répression sexuelle de l'Église faisait de ces femmes des tentatrices ou des sorcières. Cet aspect est moins direct et plus social que religieux dans La jeune fille et les paysans, mais l'idée est la même, dans le fond. The Bike Riders. Mon deuxième coup de cœur de l'année. Un film à l'ancienne inspiré d'un livre photo sur un groupe de motards dans les années 60-70 et de témoignages de l'épouse de l'un d'entre eux que Jodie Comer interprète dans le film. C'est un peu une préquelle indirecte à Sons of Anarchy, pas dans les thématiques, mais on retrouve l'esthétique et l'évolution d'un groupe de pilotes amateurs en mafieux. Le trio Austin Butler, Tom Hardy, Jodie Comer marche parfaitement et chaque personnage a de la profondeur, un conflit interne. Un des meilleurs rôles de Tom Hardy pour moi. The Substance. Je l'ai attendu après le buzz qui a précédé sa sortie et effectivement c'est un excellent film, du body horror avec du fond. J'ai apprécié le côté direct du film pour l'histoire, dès le début ça expose tout en quelques plans bien pensés, beaucoup de séquences où la narration passe uniquement par l'image. Un style visuel fort, un body horror vraiment répulsif mais lié au sujet du film, donc pas gratuit, et cette thématique du système hollywoodien qui prend, presse et jette des êtres humains pour maximiser ses profits, avec comme vecteur une ancienne star féminine sur le déclin. Le garçon et le héron. C'est un film que j'ai rattrapé très récemment, les retours étaient mitigés à sa sortie mais je sais pas trop pourquoi au final. Ça manquait peut-être de la joie et de la magie qu'on trouve dans d'autres films de Miyazaki. Après je n'ai vu que 2 ou 3 de ses films, mais ici, la thématique du deuil est claire et ça foisonne de créativité sur tous les plans. La bande-son a autant d'importance que l'image, elle dégage une ambiance particulière et quelque chose de très pesant. Je sais pas pourquoi, mais toute la première partie du film est extrêmement réaliste et a une ambiance vide, alors qu'on est en pleine nature. Un vide chez les personnages peut-être, chez le héros surtout, qui se retrouve avec une mère de substitution après avoir perdu la sienne. Clairement un grand film d'animation, pas mon préféré, mais je l'ai trouvé excellent. J'y repense des fois, et pour moi c'est la marque d'une œuvre qui a su proposer quelque chose de fort. Juré numéro 2. Un film très bien exécuté avec un dilemme terrible pour le protagoniste. Appelé comme juré à un procès,
Il découvre qu'il pourrait bien être l'auteur du crime pour lequel l'accusé est jugé. Nicolas Hoult a la tête parfaite pour le rôle du jeune père pris dans cet engrenage juridique. Le cast est solide et la fin laisse un goût amer, mais c'est un vrai choix, et pas de facilité. Et pour info, le film a le même pitch que le film français Le 7ème juré de Georges Lautner, que je n'ai pas encore vu. Les graines du figuier sauvage. Je vais aussi parler d'un autre film que j'ai rattrapé récemment ici, Les Nuits de Mashhad. En gros, le sujet des deux films, c'est comment les femmes sont maltraitées par beaucoup d'hommes et la société iranienne, mais en proposant deux portraits de cette société qui incitent à ça. Surtout dans Les graines du figuier sauvage, où on voit un père de famille respectable sur tous les points en début de film, se transformer en machine à tuer par le système judiciaire pour lequel il travaille, perverti par des principes religieux qui ne sont plus en phase avec le monde actuel. Ce sont plutôt des films à voir pour comprendre certains aspects de ce problème. The Sweet East. Là, on a un film qui va aussi proposer un portrait, mais des États-Unis, aujourd'hui, avec les pérégrinations d'une adolescente qui va côtoyer plusieurs personnages, chacun issus d'un groupe social différent. Ce qui permet au réalisateur de montrer les contradictions, fractures et étrangetés de la société états-unienne actuelle. Le film a un peu une structure narrative à la Candide. Le Comte de Monte Cristo. Je ne suis pas aussi enthousiaste qu'ont pu l'être beaucoup de gens ou de critiques, mais j'ai vraiment apprécié le film. J'avais rattrapé Sauver ou Périr avec Pierre Ninet et Anaïs de Moustier 2 semaines auparavant, que j'ai trouvé vraiment très bon, et comme ils sont à nouveau en couple dans ce film, ça a tout de suite marché sur moi. Mais au-delà de l'anecdote personnelle, j'ai trouvé le film mieux maîtrisé que Les Trois Mousquetaires, dans cette idée d'adaptation moderne et à ambition blockbuster à l'américaine de classiques de la littérature française. J'ai un souvenir du personnage mesquin de Laurent Lafitte, notamment lors de la scène du dîner pleine de révélations et de suspense. Gros travail sur les décors, toute la séquence où Edmond Dantès arrive sur l'île de Monte Cristo, j'en ai encore des plans en tête. La musique est excellente également. Mais surtout, je me disais qu'avec ces films, les séquences d'action ne sont pas ce qui est le plus important, malgré le fait que ces adaptations aient plus de moyens consacrés à ça. Les dialogues, toute la richesse de la langue française et des relations entre les personnages, c'est ça le vrai cœur de ces histoires. Et en voyant les séquences marines, l'introduction ou l'évasion d'Edmond Dantès et son arrivée à Monte Cristo, maintenant j'ai vraiment envie de voir un film sur la piraterie version française, ou encore mieux sur les corsaires, sorte de pirates mercenaires embauchés par l'État. On pourrait avoir des personnages, des civils à la base, chargés de saboter une armée étrangère mais qui pourraient se retrouver au milieu d'intrigues politiques, militaires et sociales ambiguës, particulièrement intéressantes. J'espère que les réals du film feront ça un jour. En parlant de piraterie, restons en mer et évoquons le bateau qui mène le comte Orlok vers un nouveau territoire à conquérir, dans le Nosferatu de Robert Eggers, que j'ai vu alors que je bossais sur ce top, car sorti début 2025 chez moi. C'est un remake de l'original, sorti en 1922 et dont une restauration 2K a été éditée en 2024. Ce remake contient d'excellentes choses, comme l'imagerie, certaines séquences, le cast qui correspond mieux aux personnages que j'aurais pensé, vu leur traitement. Chacun a sa place et son développement. Le choix de Lily Rose Depp aussi, qui a remplacé Anya Taylor-Joy, a plus de sens au final, vu la thématique de l'interdit sexuel qui entoure le personnage, ce qui en fait un rôle dans la continuité de ce qu'elle a pu faire dans la série The Idol. Après, même si j'ai aimé la proposition, le film souffre énormément de son côté scolaire, à reprendre les éléments clés de l'histoire de Nosferatu et Dracula, parce que le point de vue centré sur Hélène et le lien qu'elle a avec le vampire ajoute une nouvelle touche au mythe. Par contre, ce choix crée une bascule dans le film, qui passe d'un coup d'un film d'horreur à une romance tragique après une certaine révélation. Peut-être que le film aurait été meilleur si le réal s'était davantage détaché de l'histoire d'origine pour suivre à fond sa thématique de la sexualité refoulée du personnage d'Hélène, de ces femmes qui étaient enfermées dans des asiles pour un oui ou pour un non à l'époque, au lieu de Renfield, par exemple. Parce qu'on a tout un travail d'iconisation d'Orlok en monstre implacable qui sert un peu à rien dès que le film change de ton. Donc j'ai aimé le film, mais il a quand même beaucoup de défauts. Furiosa. J'en parle en dernier dans cette catégorie, avant les flops, parce que c'est en demi-teinte pour moi. Je l'ai vu 2 fois, une fois en français et une fois en VO. Je ne l'ai pas trouvé vraiment nécessaire la première fois, pour la saga, mais après plusieurs échanges avec d'autres personnes ayant vu le film, j'ai mieux compris l'intention de Miller avec cette histoire dramatique, explorant les figures des mythes et qui tourne au récit de vengeance, au bout de laquelle Furiosa transforme cette soif de vengeance qui n'assouvit rien en quelque chose de créatif. Elle donne vie à quelque chose avec comme source l'objet de sa vengeance. Après, je reste sur ma première impression, tout ce qui est dit dans Furiosa était déjà sous-entendu dans Fury Road, qui présentait une Furiosa qui avait déjà dépassé l'idée de vengeance pour quelque chose de constructif, donc pour moi ça fait doublon. Et comme on retrouve des personnages et des lieux déjà vus dans Fury Road, avec une esthétique similaire, la proposition n'est pas assez différente pour moi. Par contre,
La première partie avec la mer de Furiosa et la Terre verte, ça j'ai adoré. Et un film sur cette communauté et une époque un peu différente, donc avec d'autres thématiques, ça aurait pu être bien plus intéressant. Et en VO, Anya Taylor-Joy reproduit vraiment la voix de Charlize Theron pour ses quelques répliques, ce qui fonctionne beaucoup mieux qu'en VF. Après, le film est toujours parfaitement exécuté et les acteurs sont excellents. Pas vraiment un flop, mais Dune partie 2, c'est comme le premier, je l'ai pas revu et je compte pas le revoir. Je sais pas, il manque un aspect psychédélique ou spirituel, je crois. Certains passages semblent très bâclés, notamment les batailles, et avec le recul, c'est vrai que Timothée Chalamet n'a pas de charisme dans le rôle, ou alors il est trop lui. Je me souviens avoir pensé que c'était dommage de ne pas avoir changé son style au moment où il devient le leader des Fremen, un peu à la Jon Snow après sa résurrection dans Game of Thrones. Mais globalement, tout va trop vite je pense, et les acteurs restent les mêmes physiquement, donc ça passe mal. En fait, des quelque chose que j'ai lu à droite à gauche, je me demande si Dune n'est pas surtout une œuvre à lire, vu les thématiques abordées. Elle ne contient peut-être pas cette note d'action grandiose qui nécessite une adaptation cinématographique. Civil War. Là, par contre, c'est un vrai flop. Je comprends l'intention avec la manipulation des images par les médias, par contre, ce que je ne pardonne pas au film, c'est de complètement esquiver les sujets sociaux et sociétaux qui scindent les USA actuellement. La seule scène où j'ai trouvé ça, et c'était là qu'il prenait vie pour moi, c'est la scène avec Jesse Plemons. Mais sinon, pour moi, c'est un hors-sujet, et je trouve ça dommage parce que j'aime bien les films du réel. Espérons qu'il sera de retour en forme en tant que scénariste uniquement pour 28 ans plus tard. Sonic 3. Là par contre, je m'y attendais, j'y suis allé juste pour la nostalgie de Sonic Adventure 2, un de mes premiers jeux vidéo, et de Shadow the Hedgehog, qui lui n'était pas un bon jeu, mais qui contient une de mes bandes-son de jeux vidéo préférées. Je n'avais pas vu les deux premiers films Sonic parce que l'humour des bandes annonces, c'est non, mais c'était moins pire que je pensais au final, sur ce point. Les meilleurs passages sont clairement ceux avec Shadow, parce qu'on vire ses vannes et ce montage épileptique destiné aux enfants. Et c'est premier degré. Mais le pire, je pense que c'est Jim Carrey en Eggman. Enfin c'est marrant par moments, mais ça prend beaucoup trop de place, et à côté ça bourre plein d'infos du scénario vite fait en quelques phrases. Dans l'ensemble, c'est moyen. Je l'avais oublié en écrivant ce top, mais Alien Romulus a clairement été un flop. Après, j'avais déjà fait une vidéo dessus, je compléterai rapidement en disant que ça n'apporte rien de neuf, que c'est bancal, en mélangeant maladroitement la licence Alien aux ajouts de Prometheus et Covenant, et que les ajouts concernant les créatures, que ça soit le cocon, ou le fait que les facehuggers perçoivent la chaleur ambiante, ne font qu'enlever un peu plus de mystère à un monstre dont la force venait principalement de ses origines mystérieuses. Classé chronologiquement par année de sortie. Le salaire de la peur. Clairement un des meilleurs films que j'ai vu en 2024. Henri-Georges Clouzot est un de mes réalisateurs préférés, j'aime cette noirceur et cette petitesse de l'être humain qu'il arrive à instiller dans ses personnages. On retrouve ça ici, avec les combines de ces personnages perdus en pleine zone tropicale, dans un petit village en Amérique du Sud. Le gros du film suit un convoi de 2 camions chargés de transporter de la nitroglycérine et devant prendre des chemins chaotiques pouvant les faire sauter à tout moment en cas de choc. Le climat tropical est étouffant, autant que le sujet du film. Les personnages subissent de plus en plus au fil de l'histoire. Un vrai tour de force. L'étrange créature du lac Noir. En restant en Amérique du Sud, direction l'Amazonie. Je ne l'avais jamais vu, le Dracula de 1931 non plus, et autant je n'ai pas du tout adhéré au jeu de Bela Lugosi en Dracula, autant l'étrange créature du lac Noir parvient à dégager une ambiance. Après ça reste assez basique, mais c'est un classique qui a marqué l'histoire du cinéma d'horreur. Un film à voir. La colline des hommes perdus. Toujours dans une chaleur étouffante, mais ici en Afrique du Nord. C'est une petite claque que j'ai prise après avoir regardé un docu sur Sean Connery. C'était le rôle dont il était le plus fier et le dernier film qu'il aurait vu avant de mourir, d'après un proche dans le documentaire. On a ici un petit groupe de soldats ayant commis des erreurs se retrouvant dans un camp de redressement. La discipline est rude, trop rude, et le titre du film vient de cette colline de sable dans la cour du camp que les prisonniers doivent monter et descendre jusqu'à épuisement en cas de désobéissance. Le film est un bras de fer mental entre ce petit groupe de prisonniers, surtout Sean Connery d'ailleurs, et le chef du camp. Pas tant un tyran qu'un parfait représentant et exécutant du système hiérarchique militaire de l'époque, qu'il représente. Ce système et l'obéissance aveugle aux ordres, quitte à envoyer des hommes à la mort,
n'avait plus de sens à cette époque-là, et on découvre dans une séquence pourquoi le personnage de Sean Connery y est autant opposé. Mais d'autant plus avec un monologue marquant vers la fin du film. On sent que ça vient du cœur pour l'acteur. J'ai aussi découvert Les Sentiers de la Gloire cette année, de Kubrick, c'est un peu la même thématique. Et malgré la maîtrise technique de Kubrick, La Colline des Hommes Perdus a une photographie en noir et blanc et une réalisation tout aussi maîtrisée, et le film m'a plus marqué. Pour le coup, on ressent beaucoup plus cette chaleur oppressante et cet épuisement physique et mental progressif des personnages dans ce camp en Afrique, là où on a un côté plus spectaculaire chez Kubrick avec les tranchées. On ne sent pas trop le côté poisseux, l'épuisement et la maladie. Après, le personnage central est un gradé interprété par Kirk Douglas, pas un soldat, donc le point de vue est différent. Guerre et paix. Adaptation du roman de Tolstoï, un classique de la culture russe. Ce film a été financé par l'État pour être un représentant du savoir-faire national, face aux géants américains qui avaient au passage adapté le roman plusieurs années auparavant, en 1956, dans un film avec Audrey Hepburn et Henry Fonda dans les rôles principaux. Le personnage culte du roman, Natasha Rostov, brillamment interprétée par Lyudmila Savelieva, les moyens gargantuesques du film, que ce soit pour les scènes de bataille entre l'armée russe et celle de Napoléon, ou les décors fourmillants de détails et d'ornements, et ce dans toutes les scènes, ce final étouffant d'un Moscou en flammes, le film dure 7 heures et il est divisé en 4 parties, chacune centrée sur des personnages et des thèmes différents. À voir pour la culture G. D'ailleurs, il est disponible gratuitement sur le site de VOD d'Arte jusqu'en juin. Sauver ou périr. Je l'ai déjà mentionné, je ne l'avais jamais vu, c'est poignant, le meilleur rôle de Pierre Ninet pour moi. Il se passe quelque chose qui dépasse cette énergie qu'il peut mettre dans ses rôles. Des scènes vraiment dures, de la mise à nu à plusieurs niveaux, et tout ça sans sombrer dans un pathos facile, ce qui aurait pu arriver vu le sujet. Deux films. Silent Hill, dont je n'avais que peu de souvenirs, mais des bons, et avec la sortie du remake du 2 en 2024, j'ai eu envie de le revoir. Entre la BO du compositeur des jeux la réalisation soignée, créative et respectueuse de l'ambiance du jeu, tout en proposant une histoire originale et de nouveaux personnages dont la dynamique fonctionne, c'est une très bonne adaptation d'une licence de jeu vidéo. Il fait ce qui pour moi devrait être fait dans ce cas, piocher dans le jeu d'origine les thématiques et éléments qui peuvent être repris pour créer un film et une nouvelle histoire originale qui sera un ajout à l'ensemble, plutôt qu'une redite insipide. Comme le dernier film Resident Evil. Watchmen. J'ai lu le comics cette année, qui a été une de mes meilleures lectures de 2024, et m'a impressionné parce que le ton de l'histoire correspond exactement à ce qu'il faudrait faire aujourd'hui avec des films de super-héros. Après toutes ces origin story et la surenchère des enjeux comme dans Endgame et d'autres films, ici, on retrouve un groupe d'anciens super-héros ayant cessé leur activité sur ordre du gouvernement, mais qui vont reprendre car un complot se trame dans l'ombre. Les enjeux, les thématiques, l'écriture et les personnages, tout est fascinant dans ce comic. J'ai donc revu l'adaptation de Zack Snyder et il rend parfaitement hommage à l'œuvre d'origine, avec sa maîtrise technique notamment, mais peut-être en édulcorant certains aspects politiques. Par contre, il change un élément de la fin qui fait typiquement comique dans l'œuvre d'origine et marche bien mieux pour un film, en rendant la chose plus réaliste. Ça concerne le plan d'Ozymandias. Babylone Berlin. J'en parlais dans mon top 2023, c'est ma série récente préférée. Par contre, dans la vidéo je pensais avoir lu que la série durerait encore des années, mais apparemment la saison 5 sera la dernière, après un changement de producteur. C'est dommage, mais au moins déjà on aura une fin, et ça ne sera pas une de ces séries qui devient mauvaise en s'éternisant. Logiquement, cette saison 5 devrait se dérouler alors qu'Hitler accède ou est tout juste au pouvoir. Masters of the Air. Toujours autour de la Seconde Guerre mondiale, une série que j'attendais depuis des années, j'avais une passion pour les avions de cette époque quand j'étais petit. Une série qui ne m'a pas déçu, tout l'aspect viande en boîte volante de la série détruit complètement ce côté glorieux des pilotes, qu'on voit souvent représentés comme des Deus Ex Machina dans des récits de guerre. L'exemple le plus connu étant sûrement celui d'Il faut sauver le soldat Ryan. Mais ici, à aucun moment tu n'as envie de devenir pilote après avoir vu la série, malgré le côté carte postale de l'esthétique de la série. Un mauvais point par contre, c'est l'histoire des pilotes afro-américains, qui arrivent trop tard dans le récit et quand les personnages présentés auparavant les retrouvent à la fin, on a une émotion inexistante, alors qu'elle devrait être créée par cette rencontre. Et c'est dommage, c'est un sujet hyper intéressant à traiter, les différences de traitement ou de succès auprès des civils américains, y compris après le conflit, peut-être un ajout tardif à l'écriture, comme la série a traîné dans les cartons pendant des années. My Name. Une série de vengeance sud-coréenne. Je ne sais plus comment j'en ai entendu parler, mais je lui ai donné sa chance et c'était très bien. L'actrice principale fait bien le taf, la réal est nerveuse quand il faut, la photographie soignée, les personnages sont attachants, ça fonctionne.
une histoire de pègres, de flics et d'agents infiltrés. Vigil, une série britannique diffusée sur la BBC. J'avais vu Bodyguard avec Richard Madden en 2018 et c'était très bien. Ça faisait très bande démo pour le rôle de James Bond d'ailleurs, comme Layer Lake à l'époque, pour Daniel Craig. J'ai donné sa chance à Vigil et c'était très bien aussi. Pour rester vague, un petit incident impliquant un bateau de pêche et un sous-marin nucléaire de la Royal Navy va mener une enquêtrice à bord de ce sous-marin, où elle va se retrouver comme l'équipage au milieu d'une intrigue géopolitique internationale. Ça reste à budget restreint mais l'écriture est solide et le cast est très bon. On retrouve certains acteurs de Game of Thrones, dont Rose Leslie en lead. La saison 2, sortie cette année, a eu droit à plus de moyens mais je pense pas que la première était pensée pour avoir une suite. Déjà, Vigil était le nom du sous-marin à bord duquel se passait la saison, mais aussi parce que l'histoire était basée sur un concours de circonstances. En fait, dès le départ, on voit que l'un des drones, sujet central de la saison 2, porte les initiales VL, en numéro de série. Une allusion au mot Vigil, je pense. Le sous-marin de la saison 1 n'est évoqué que dans une réplique lors d'un dialogue. Et l'intrigue de la saison 2, qui est très bonne en passant, n'a aucun lien avec la saison 1. Si bien que j'ai trouvé dommage qu'ils ne prennent pas un autre duo d'agents cette fois, un peu à la True Detective. Pour l'intrigue, on a à nouveau un problème à échelle internationale et une remise en question du fonctionnement des divers services de sécurité du gouvernement et de l'armée britannique. Un élément par contre que j'ai trouvé idiot dans l'écriture du personnage de Rose Leslie, c'est que elle est en couple avec celui de Suran Jones et elle est enceinte. Et je sais pas pourquoi, dans son écriture, le personnage veut absolument bosser et se mettre physiquement en danger à plusieurs reprises. Alors j'imagine que c'est pour faire passer un message sur le fait qu'une femme enceinte de 6 mois peut encore se déplacer et être active, mais là c'est à un point où c'est juste de l'inconscience et une mise en danger d'autrui même. Au final ça rend juste le personnage extrêmement égoïste et lui donne un comportement erratique. Et je critique même pas ça sur un aspect militant, c'est juste en termes de logique. Le personnage fait n'importe quoi. C'est très bizarre. En plus tous les autres personnages lui disent de se reposer, de faire attention, mais elle s'en fout complètement. Il y a vraiment un truc que j'ai pas compris avec ce point de scénario. Un point important d'ailleurs la concernant, c'est que dans la série, à un moment elle fait quelque chose d'immoral pour obtenir des informations et sauver sa compagne, et on a une scène où on voit que ça lui pose un énorme problème, un conflit interne. Mais c'est vite passé sous le tapis alors que là on touchait un point extrêmement intéressant sur le côté gris des agents du gouvernement. Mais sinon dans l'ensemble l'intrigue est très bonne, la réal est plus soignée et l'étalonnage des couleurs mieux maîtrisé que dans la saison 1. Le cast est toujours très bon, et pour info, les 2 saisons sont disponibles gratuitement sur le site de VOD d'Arte et sur leur chaîne YouTube. Pour les sorties principales de l'année, Gamma de Gesaffelstein, avec une touche New Wave Dark Wave qui s'ajoute à la techno brute et sombre du musicien, on retrouve quand même son style d'origine dans certaines pistes, comme Hysteria, Mania ou Psycho. Ma préférée reste Hard Dreams. Hyper Drama de Justice, pas leur meilleur album je trouve, mais très abouti, qui fait un peu penser au Random Access Memories de Daft Punk, dans le style assez rétro années 80, parfois, pour certains morceaux, et quelques titres font désormais partie des classiques du groupe, notamment les 2 collaborations avec Tame Impala. I Let Myself Go Blind de Compromat, premier single d'un nouvel album prévu pour 2025, le groupe passe de l'allemand à l'anglais, le titre est juste incroyable, pourtant le premier album avait mis la barre très haut, et le clip est génial, encore une fois. Yes Da 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 de Windows 96 et Gabriel, de la musique apparentée au dreamcore. Je suis tombé dessus par hasard et j'ai adoré cette ambiance éthérée. Et pour les bandes-son originales, la BO du film Les Chambres Rouges, glaçante par moments, belle mais macabre à d'autres. À l'image du film, qui était d'ailleurs un de mes préférés de 2024, mais j'en avais déjà parlé dans mon top 2023 tardif. La BO de House of the Dragon saison 2, même si elle contient beaucoup moins de thèmes marquants que celle de la saison 1, mais je crois que la saison 1 restera une exception dans cette série.
et la BO de Windblown de Danger. J'ai vu l'info passer, j'en attendais rien, et pourtant c'est l'un de ses meilleurs albums, où il mélange pas mal de genres différents tout en conservant son style sonore. Pour les autres singles par-ci par-là, comme d'habitude, j'ai créé une playlist à retrouver sur YouTube et Spotify. Lien en description. Quelques mots sur 3 livres que j'ai lus cet été, Moby Dick, Le Rouge et le Noir et Madame Bovary. Et les 3 méritent d'être lus. Moby Dick pour ses différentes réflexions sur l'être humain et l'hubris du capitaine Ahab. D'ailleurs j'avais envie de le lire depuis mon projet autour de Metal Gear Solid 5 parce que c'est une référence majeure du jeu, et j'avais juste vu le film de 1956 avec un Gregory Peck habité en Ahab. Le Rouge et le Noir pour le côté étude sociale, avec le personnage de Julien Sorel, et Madame Bovary pour son personnage éponyme, qui capture parfaitement la tragédie émotionnelle et le vide de la vie de certaines femmes de sa condition. J'ai lu beaucoup de Stefan Zweig aussi cette année, voire la vidéo dédiée, et un peu de Lovecraft, sur lequel je ferai une vidéo. J'ajouterai le lien en description quand elle sera sortie. Dracula. Un comics qui multiplie les expérimentations graphiques et offre une quantité de cases mémorables. Énième adaptation du roman de Bram Stoker centré sur le personnage de Renfield, dont le chara-design est juste parfait, qui se sert de toutes les possibilités graphiques qu'offre la BD. Un bel ajout au mythe. Somna, je l'ai évoqué précédemment. Et là, j'ai un vrai problème. Cette BD fait partie de ces récits modernes accentués sur un point de vue féminin et féministe, d'une jeune femme qui va s'émanciper de sa condition, mais surtout de ce qui est attendu d'elle. Et ça passe ici par le stéréotype de la sorcière, dans un contexte moyenâgeux assez flou. Donc on est sur une épouse qui doit se comporter de manière pieuse, mais qui est rongée par ses désirs sexuels inassouvis qui lui apparaissent sous la forme d'un démon dans des rêves érotiques. Ici, l'horreur a une origine humaine au final, mais le problème de ce type de récit, peut-être à force d'en lire ou d'en voir dans des films ces dernières années, c'est que ça dépasse rarement ce postulat de s'émanciper de quelque chose. C'est un peu le même problème que les mauvais films de romance qui s'arrêtent quand la véritable histoire et les vrais défis d'une relation de couple commencent. Pour revenir à Furiosa, j'ai eu un peu le même problème je crois. Fury Road partait déjà d'un postulat où elle était mentalement passée à autre chose que cette émancipation, avec l'intention de retourner dans sa terre natale. Et pour revenir aussi rapidement sur The Substance, on a aussi une idée de vengeance dans le film, mais contre un système. C'est plus large que l'échelle individuelle. Dans Somna, ça reste quand même à cette échelle, et vu la fin, impossible d'aller au-delà en termes d'histoire ou de thématique. Après, ça reste bien fait pour ce que c'est. On a 2 styles de dessin qui se succèdent d'ailleurs, un pour le monde réel et l'autre pour l'imaginaire et les rêves. Et alors, c'est un peu méchant, mais la dessinatrice qui s'occupe de la partie imaginaire écrase l'autre avec ses planches, en termes de maîtrise technique. Après, j'ai pris cette BD pour parler d'un problème que j'ai avec certaines fictions récentes, mais elle reste très bien conçue pour son thème, c'est juste que j'ai l'impression que ce type de récit stagne. J'ai lu les mangas de Junji Ito sortis cette année, voire ma vidéo dédiée, mais aussi les adaptations de Lovecraft de Gutanabe, sur lesquelles je ferai une vidéo. Et j'ai aussi lu un vieux classique, La musique de Marie, de 1999. J'en avais entendu parler il y a quelques mois et il a été réimprimé cette année. Ça m'a fait penser à Land par certains aspects, mais en plus compact. On est dans un monde imaginaire qui cache un secret majeur, et on a toute une réflexion sur la religion, à coups de symboles et au travers des personnages principaux. Tout le travail sur la création de ce monde imaginaire est assez impressionnant, et sent à fond les années 90. Et il est bien plus imaginatif que celui de Land, qui oscille simplement entre campagne et ville au final. J'avais lu les premiers tomes, mais j'ai laissé tomber, ça m'a pas accroché. Un jeu vidéo pour terminer, le remake de Resident Evil 4. J'ai été assez impressionné de voir la qualité graphique, l'efficacité du gameplay et la réussite du projet en général.
une version modernisée d'un classique qui a eu un impact assez majeur sur les jeux d'action et d'horreur après sa sortie, aussi plaisant à jouer que l'original. Et pour finir sur une nouveauté, Neva du studio derrière l'excellent Gris, mais comme je compte prendre l'édition physique, je vais devoir attendre un peu pour découvrir le jeu, comme elle ne sort qu'en avril. Voilà qui clôt ce top 2024, et n'hésitez pas à partager en commentaire des noms d'œuvres qui vous ont plu cette année.